Bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est un angle un peu particulier dans ce festival qui nous intéressait puisque le thème de cette année c'est la musique avec le cinéma. Et donc c'était difficile de passer à côté du clip et de parler de l'industrie du clip et de l'influence du clip sur la grammaire et le langage cinématographique. On a deux spécimens dans la salle qui sont de la génération TikTok. Le reste de la salle n'est pas de la génération TikTok. On a Maxime et on a Tess qui sont là et qui vont apprendre un truc en fait. Parce que le principe de ce workshop, ça va être de faire un petit voyage dans le futur, enfin un back to the future, pour se remettre, recontextualiser un tout petit peu l'époque à laquelle on était quand le clip arrive. C'est très important de le comprendre parce que c'est la grammaire du cinéma est quelque chose qui évolue au fil des années, qui s'enrichit avec le travail, la technologie, le travail de certains metteurs en scène qui ont déstructuré la narration, et puis l'arrivée de la technologie du numérique qui a bousculé toutes les choses, et le format aussi, qui au fil des années a fait qu'à un moment donné, on a progressé, on a avancé. Et le clip a joué un rôle majeur à l'intérieur de ça. Pas que le clip, parce que le film publicitaire l'a fait aussi. C'est des formats courts. On a raccourci le temps. On a contracté la narration. Et aujourd'hui, on n'ouvre plus une porte pour passer d'une pièce à l'autre. Au cinéma, on passe d'une pièce à l'autre, on oublie la porte. Donc c'est quelque chose d'important parce que c'est avec cet angle-là qu'on a décidé d'avancer. Donc il faut comprendre un truc, c'est qu'en 1981, moi j'ai 18 ans. Je sors de mon adolescence. Je vais lire un petit peu parce que c'est un peu précis ce que j'ai à vous dire, mais il faut comprendre qu'à mon adolescence, arrive dans mon salon la première console de jeu qui existe et qui permet de jouer au ping-pong dans mon salon sur un écran. Voilà, on est là, c'est-à-dire on balbutie au niveau du numérique, on est avec le ping-pong d'Atari, quoi. Je découvre le premier Walkman Sony en 78, c'est-à-dire c'est la première fois de notre vie qu'on peut marcher dans la rue avec de la musique dans les oreilles, ce qui a été un choc absolument incroyable pour toute ma génération et pour ceux qui l'ont vécu. C'est-à-dire qu'avant on écoutait de la musique dans un salon sur un pick-up, mais à partir du moment où on a commencé à pouvoir mettre de la musique sur les oreilles, ça a changé pas mal de choses. On a eu le premier ordinateur Macintosh qui faisait 128K de mémoire. 128K de mémoire, c'est même pas la taille d'un GIF aujourd'hui. Faut le mesurer, c'est un Minitel très amélioré avec un modem qui a ouvert la porte à Internet. Donc ça a été une révolution vraiment, vraiment folle. En 80, en France, les radios se libèrent grâce à François Mitterrand qui était élu président de la République et qui libère les radios. Et à partir de ce moment-là, on a une chaîne de radio qui est Énergie qui ouvre son antenne et puis qui va mettre la première playlist de l'histoire de la musique en boucle sur la bande passante, et on va pouvoir écouter de la musique différente, pas de la musique à laquelle on a l'habitude d'aller chercher, mais la musique qu'on reçoit, donc la musique de l'époque, qui va être diffusée, qui va devenir la mode. À la fin des années 70, il n'y a que 3 chaînes de télévision en France. Donc en 81, on crée MTV. Ce qui va être la grande bascule en fait de l'histoire du clip et du sujet dont on va parler aujourd'hui, avec l'arrivée de Canal+. En 76, le Video Home System, le VHS, arrive dans les salons des gens, et donc on peut avoir accès à des vidéoclubs. Dans les années 80, il y a 8000 vidéoclubs. C'était le moyen pour nous d'accéder au cinéma, à la culture du cinéma. Et ça a formé des metteurs en scène très célèbres comme Quentin Tarantino, qui tenait un vidéoclub et qui a construit toute sa culture cinématographique dans un vidéoclub, en ayant accès justement au cinéma du monde, au cinéma étranger et plein de films. Donc ça aussi, ça a complètement changé. Le cinéma, dans ces années 80, va connaître sa première révolution avec l'arrivée du numérique, parce qu'à l'époque, quand on montait un film, donc c'était la grammaire, hein, c'est comment est-ce qu'on construit la narration d'un film, c'est un bout à bout de plans qu'on faisait sur une table de montage avec de la pellicule et de la colle. Donc quand on coupait,
la pellicule, c'était très compliqué parce que si on ne se coupait pas au bon endroit, on n'avait pas le bon raccord, on n'avait pas le bon plan. Il fallait bien réfléchir avant de couper. On ne pouvait pas essayer pour refaire. Ce qui a tout changé avec le numérique, parce que le montage numérique nous permet d'essayer, puis finalement ça ne marche pas, on recommence. Ce qui a été le même cas dans la musique avec l'arrivée du Pro Tools, on pouvait essayer des choses plutôt que de poser des choses. Ça, c'est des choses qui font qu'à un moment donné, le cinéma, quand il voit arriver le numérique, il voit arriver les effets spéciaux qui n'existaient pas, et toute une bande de réalisateurs qui vont se servir de tous ces nouveaux outils. Et à chaque fois qu'on a vu arriver un nouvel effet, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de raconter, c'était l'exaltation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu de la fenêtre 2024, on regarde un film des années 80 avec un effet spécial, on se dit, il est pourri cet effet spécial, ça n'a aucun intérêt. Alors qu'à l'époque, c'était une surprise, c'était exaltant, c'était génial. Ça a été l'âge d'or de ce cinéma. On passait notre vie au cinéma beaucoup plus qu'on ne le passe aujourd'hui, d'ailleurs les salles étaient pleines. Et ça, c'est très important. Et donc c'est la fin du Nouvel Hollywood. La fin du Nouvel Hollywood avec toute cette génération de jeunes metteurs en scène qui déboulent, qui sont Spielberg, Lucas, Brian De Palma, John Landis, tous ces réalisateurs américains géniaux qui ont épousé le genre pour s'exprimer, pour raconter des histoires, et qui, dans le genre, ont expérimenté tous ces effets. Donc ils ont fait E.T., ils ont fait évidemment Star Wars a été monumental parce que c'est le premier glass painting, c'est la première fois qu'on peut aller sur une autre planète sans que ça ait l'air ridicule. Et donc ça a été des chocs culturels qui ont marqué la pop culture, qui ont marqué l'époque. Et il y a Spielberg qui sort E.T., puis après Jurassic Park qui va supplanter King Kong, le King Kong mécanique de Jessica Lange qu'on avait vu, et qui va ouvrir la porte à un autre type de film. Et tous ces metteurs en scène là c'est une période très exaltée. Il y a plein de courants, c'est une révolution en fait. La technologie bouscule tout. Les films musicaux aussi sont bousculés. C'est l'arrivée de Saturday Night Fever. Saturday Night Fever, c'est la première fois que les filles ne sont plus obligées d'être invitées à danser pour danser en fait. C'est à partir de Saturday Night Fever, les filles dansent. Voilà, elles sont plus invitées par les garçons pour danser. Et le genre musical va complètement va arriver. On va avoir des vagues successives de modes comme ça qui vont foisonner dans cette époque. Et puis il y a eu Fame, et puis il y a eu Grease, il y a eu tous ces phénomènes qui vont marquer l'air du temps et qui font que la musique va prendre de plus en plus de place et va jouer un rôle différent dans le cinéma. C'est-à-dire que la musique qui était initialement, on va dire, un score qui accompagnait les films pour donner de l'attention, augmenter les sentiments, et ce genre de truc va jouer un autre rôle. On va trouver dans ces films-là des chansons, des titres qu'on va écouter, sur lesquels on va danser derrière. Donc la musique du film va prendre beaucoup plus de place dans notre vie quotidienne. Donc en même pas 40 ans, toute la grammaire du cinéma a changé. L'arrivée du numérique, les effets spéciaux, le premier télécinéma, le montage virtuel, mais aussi grâce à une génération de réalisateurs qui s'en sont servis, qui l'ont maîtrisé avec un nouveau matériel. C'est bien le rôle de chaque génération que de bousculer la précédente, de réinventer, de prendre le pouvoir et d'imposer son nouveau langage. Il y a ceux qui sortent des écoles de cinéma, et puis il y a les autodidactes qui vont apprendre avec leur première caméra vidéo, parce que c'est aussi ça, le numérique qui déboule, c'est la première caméra vidéo qui vont permettre à plein de nouveaux entrants de bousculer le métier. Parce qu'on donne pas, au cinéma, on ne donne pas l'accès aux nouveaux entrants très facilement. C'est un métier où le népotisme a été légion, ça a été très compliqué. On pouvait sortir d'une école de cinéma si on avait la possibilité d'y rentrer, mais c'était, pour ceux qui avaient envie, qui étaient juste amoureux du cinéma, c'était compliqué. Donc il y a eu tous ces chemins de traverse. Et le clip en a fait partie, a permis à plein de metteurs en scène de s'exprimer. C'est dont on va parler. On va se rendre compte que voilà, il y a des grands artistes. Il y a la révolution évidemment de l'industrie musicale. Il y a des grands artistes comme Michael Jackson, Madonna, Björk, qui vont être les pionniers et qui vont faire confiance pour construire leur image en faisant appel à des nouveaux artistes qui étaient leurs clippers, leurs directeurs artistiques, et qui vont révolutionner le métier, parce qu'ils vont apporter aussi une esthétique, une manière de nouveaux traités photographiques,
de nouveaux effets spéciaux, de nouvelles narrations qu'on va vous démontrer dans le cadre de ce qu'on va vous montrer maintenant. Tout ça pour vous dire que le chemin qu'on fait en 40 ans, c'est ce chemin d'un cinéma narratif jusqu'à Everything, Everywhere, All at Once, qui est pour nous aujourd'hui un film avec une narration complètement déconstruite et surréaliste presque. Il y a eu d'autres films comme ça, il y a des metteurs en scène qui ont complètement changé leur manière de monter leurs films, des metteurs en scène comme Adam McKay qui tourne The Big Short et Don't Look Up par exemple, si vous voyez ces films-là aujourd'hui, la narration des films ont été complètement déstructurée et je pense que le clip a joué un rôle majeur là-dedans. Donc voilà, on va pouvoir attaquer. Merci. Bon, effectivement, on va commencer avec l'arrivée d'MTV en fait, qui débarque le 1er août 1981 avec ce magnifique clip Video Kills the Radio Stars des Buggles, qui est le premier clip à être diffusé sur MTV. Et à l'époque, sur MTV, il n'y a pas énormément d'artistes noirs qui sont représentés, c'est principalement des artistes blancs. Et c'est le président de CBS Records qui menace carrément MTV de retirer tout son catalogue de MTV si il ne donne pas une plus grande place à un artiste qui s'appelle Michael Jackson, qui va sortir cette année-là l'album Thriller. Et Thriller, c'est de toute manière déjà un succès, mais il faut savoir que Thriller, ce clip, qui est vraiment un moment très important de l'histoire du clip, parce que c'est un clip qui va vraiment influencer une génération de réalisateurs, qui va transformer les vidéos musicales en leur donnant une autre ampleur, ne serait-ce qu'en termes de budget, et qui impose MTV comme une véritable force culturelle, puisque dans la foulée de la diffusion de Thriller, ils vont vendre 1 million de copies en fait de l'album. Et Thriller, c'est le 7e single de l'album Thriller. Donc c'est un clip sur lequel personne ne veut miser un copec. C'est d'ailleurs pas un clip, en fait c'est un court-métrage. C'est la première fois qu'on voit un clip avec 6 minutes de dialogue au début du clip, avant même que ça chante. Et ça, c'est vraiment ce que Michael Jackson a amené au clip. Parce que Michael Jackson, ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'il a vu un film qui s'appelle Le Loup-garou de Londres, ou One American Werewolf in Paris. Et ce film est réalisé par John Landis. Et quand Michael Jackson voit cette transformation, il a une illumination, il appelle au milieu de la nuit John Landis et il lui dit qu'il veut faire exactement la même chose pour son clip Thriller. Alors évidemment, John Landis lui dit ok, super, on va amener tous les moyens du cinéma pour faire un court-métrage pour toi. Et les moyens du cinéma, ça veut dire appeler en particulier un monsieur qui s'appelle Rick Baker, qui a fait tous les effets spéciaux, tout le maquillage du Loup-garou de Londres, qui est un des premiers à utiliser la silicone pour faire toutes ces transformations-là. Et on retrouve bien dans Thriller, juste après, exactement les mêmes effets, la même technique, quasiment même les mêmes plans. Donc dans un premier temps, c'est évidemment le cinéma qui nourrit le clip et qui crée quelque chose, qui crée carrément un nouveau standard. Je vais aller jusqu'à la fin, cette séquence qui est extraordinaire. Il faut savoir que Thriller, il a un budget qui est incomparable avec les autres vidéos de l'époque. Avant, un clip, ça coûte 50 000 $. Et soudainement, sur Thriller, ça coûte 900 000 $. Donc, évidemment, le rendu n'est pas le même. L'image est sublime. Ils sont obligés de monter un système particulier pour le financer. Ils sont en train de se dire, ok, on va créer un making-of, on va vendre sur Showtime et sur MTV. Et c'est ce making-of, en fait, qui va financer le clip. La sortie de Thriller, c'est tellement énorme en fait que MTV est obligé, quand ils diffusent le clip de Thriller, de prévenir de la prochaine diffusion pour que les gens puissent se préparer à le revoir. Donc c'est un moment de pop culture énorme et c'est un vrai marqueur. Et évidemment, Michael Jackson, dans toute sa carrière, va imposer,
en fait ce genre d'événement, parce que chacun de ses clips est un événement. Il va travailler avec Martin Scorsese, avec Spike Lee, avec David Fincher, et de temps en temps il va même amener des innovations techniques. Un des premiers morphings, eh ben, c'est Black and White. Ça arrive au même moment que Willows ou que Terminator 2, c'est les mêmes sociétés de production qui font ça. Et c'est un moment spontané où tout d'un coup le numérique arrive dans la production. Parce que le clip permettait aussi de travailler un effet spécial sur, par exemple, le clip de Black or White, le premier morph. Il y a une maîtrise du coût de la production à l'époque qui permet de s'essayer, comme dans un laboratoire, d'essayer de faire cette transformation avant de prendre le risque de l'amener sur Terminator. Mais quand ils ont vu le résultat qui a été fait dans le cadre de ce clip pour justement par le laboratoire, par ILM qui faisait les effets spéciaux à l'époque, ça a amené derrière, ça a influencé et ça a permis à James Cameron de le faire dans et donc effectivement, ça lance un moment où même la directrice de MTV de l'époque, elle dit après Thriller, la qualité des vidéos change. En fait, on est quand même parti de Video Kill the Radio Stars avec des effets très vidéo, de la télévision, on est encore dans le Scopitone, à tout d'un coup, un moment où on a de la narration, une image, un tournage en 35 dans des studios de cinéma. Et à cette époque-là, au moment que Pierre décrit, c'est vraiment une révolution culturelle majeure. Et un laboratoire, le clip de le clip de AA, qui est un mélange d'animation et de prise de vue réelle, c'est très novateur en fait. On va avoir aussi le clip de Queen, de Bohemian Rhapsody, qui est un peu antérieur, et ça va être l'occasion pour des réalisateurs de commencer des relations très très riches avec des artistes. Et on aimerait parler un peu de certains réalisateurs qui ont développé, parce que cette relation-là, artiste-réalisateur, elle est au cœur en fait de l'évolution à la fois du clip vidéo musical et après, plus tard même, du long métrage et de la fiction. Alors, on va parler de Tim Pope qui est venu à la première édition du festival. Pourquoi Tim? Parce que Tim a fait 37 clips avec The Cure. Ça a été le directeur artistique du groupe et en même temps... Ils ont fusionné, c'est-à-dire que c'est la première fois où on est revenu en fait avec l'industrie du clip à la période où la période d'Andy Warhol par exemple qui collaborait avec les Stones pour faire une pochette d'album. Ça a été transplanté derrière, c'est la vraie rencontre entre un metteur en scène et un groupe qui va travailler toute l'imagerie de ce groupe. Et donc ils ont collaboré, ils ont fait 37 clips ensemble pour finalement... je passe par la superficie pour finalement inspirer un autre personnage qui va récupérer pas mal de choses du travail de Tim Pope, qui est Tim Burton en fait. Parce que Tim Burton, quand il est animateur chez Disney, il écoute en boucle les Cure. Donc, et il est complètement inspiré par ça. Et quand on voit le travail de Tim Burton derrière sur Edouard en main d'argent, on peut pas nier le fait que Robert Smith soit dans le personnage de Johnny Depp, quoi. C'est donc évidemment que à partir de ce moment-là, ce qui se passe dans la pop culture et dans notre quotidien commence à influencer vraiment fortement le cinéma. En 1986, on parle de quelqu'un que peu de gens connaissent peut-être, qui est Zbigniew Rybczynski, j'espère que je prononce bien son nom, qui est un cinéaste polonais spécialisé dans le cinéma expérimental, qui s'installe aux États-Unis et qui lui est vraiment effectivement extrêmement curieux techniquement, et c'est un des premiers à inventer le chroma key, c'est-à-dire le procédé d'incrustation sur fond vert ou sur fond bleu, qui développe pour la HDTV et qui développe pour la première fois ce principe-là en 1986 pour le clip de Imagine, évidemment, qui est sorti après le décès de John Lennon. Mais il faut savoir que Zbigniew Rybczynski, il a été aussi à l'origine d'un dispositif assez étonnant, qu'à l'époque on n'appelle pas encore le bullet time, mais qui va le devenir en fait, avec ce clip de Accept en 1985. Et cet effet-là, il sera repris des années plus tard par Michel Gondry dans le clip Like a Rolling Stone, pour les Rolling Stones, qui explore exactement le même procédé.
Et derrière, il va aussi l'utiliser dans une pub Smirnoff, produite par Partisan, à l'époque. Et il faut savoir que cet effet-là, il va être popularisé, évidemment, dans le film des sœurs Wachowski, Matrix, en 1999, et ça va devenir le plan iconique de cette saga. Tout ça pour vous dire que le clip a cette fonction de laboratoire, que ça s'inspire effectivement de l'expérimental, mais que ça devient pop assez sur le fil des années, quoi. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le bullet le bullet time, c'est important, c'est une manière de figer le moment et tout en gardant du mouvement dans le plan en fait. Et donc ça se faisait à partir d'appareils photo. On met les metteurs en scène qui ont fait ça, donc l'inventeur du bullet point installait un dispositif de plusieurs appareils photo, une trentaine d'appareils photo qui pouvaient être prises dans un même moment, et ensuite c'était ces images-là qui étaient montées les unes à côté des autres, qui faisaient que, comme toutes les images avaient été prises au même moment, le moment était figé, mais si on les montait les unes à côté des autres, on avait le mouvement de caméra puisqu'on passait d'une image à l'autre. Et donc ça, c'est vraiment des révolutions technologiques de type qui gambergent sur un effet qui est pas forcément un effet narratif, la problématique d'un réalisateur de cinéma, mais vraiment la problématique de quelqu'un qui se dit je veux trouver un effet, je veux trouver une manière de passer à l'intérieur de ça. Donc il invente je pense, un des premiers voyages spatio-temporels visuels qu'on a Zbigniew Brzezinski, il est absolument fou. Alors on va parler d'un autre garçon qui s'appelle Jean-Baptiste Mondino, que tout le monde connaît évidemment. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui était directeur artistique dans la publicité, qui a collaboré avec les plus grands artistes du monde, parce qu'il a fait la carrière qu'il a faite, mais il faut savoir que il a commencé par les pochettes de disques, et puis très vite il a commencé à s'intéresser au film, à faire des clips, à rencontrer des artistes, et le premier clip français qui est diffusé sur MTV à l'époque, c'est un clip de Jean-Baptiste Mondino, d'Axel Bauer, qui s'appelle Cargo. Dans Cargo, on va retrouver un style qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, puisque Jean-Baptiste est très proche d'un couturier qui est Jean-Paul Gaultier, et que Jean-Paul Gaultier va avec Jean-Baptiste Mondino amener ce style visuel en fait. Et avec un traité photographique, Jean-Baptiste étant photographe, il va commencer à travailler, il va travailler la photographie et amener au film une photographie qui n'existait pas avant. Une esthétique en tout cas très forte. Même si celle-ci est inspirée, on va dire, d'un expressionnisme allemand, mais voilà, il y a un parti pris très fort. Et il rencontre évidemment, c'est lui qui fait rencontrer lors d'un dîner Jean-Paul Gaultier à Madonna. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve, comment ça part, ça je sais pas, on se retrouve avec une série de clips très connu, qui à chaque fois, encore une fois, quand on se remet dans le contexte de l'époque et qu'on prend ce choc visuel pour la première fois, est une révolution. C'est-à-dire que c'est une nouvelle manière de traiter l'image, de sexualiser aussi. Madonna va apporter aussi une forme de sexualisation de son image, en fait, avec laquelle elle va jouer pendant beaucoup, et qui vont avoir un impact très très important sur le cinéma aussi. Et Mondino, il est très important dans le fait qu'il a une relation avec les artistes avec lesquels il travaille, qui est effectivement une relation d'artiste à artiste. Quand Madonna elle commence à travailler avec Mondino, il lui crée une image, il raffine en fait son image et il la fait changer aussi de statut. C'est exactement ce que Mondino va faire avec Vanessa Paradis, par exemple, avec le clip de Tandem. Vanessa Paradis qui a été une jeune fille, en fait, qui devient en 90, une femme, quoi, qui apparaît dans ce clip incroyable de Mondino, très stylisé. Et ça, en fait, cette relation-là entre les artistes et les réalisateurs, elle va se poursuivre. Et ça va donner aussi une génération de réalisateurs qui, on ne le sait pas forcément, ont réalisé un nombre de clips sidérants. David Fincher, par exemple, connu pour Seven, Fight Club, Panic Room. David Fincher, il a réalisé 54 clips avant de passer au long métrage.
En particulier ce clip de Madonna pour Vogue, qui est un des plus beaux clips de Madonna. Et David Fincher, il va expérimenter toutes sortes de choses. C'est quelqu'un de très très technique, extrêmement précis, qui travaille énormément ses préparations. Donc il va être à la pointe de ça. Et alors, bon, moi personnellement je trouve que ce clip n'est pas extraordinaire, mais il se trouve qu'il utilise pour la première fois un procédé qui s'appelle le motion control, qui est une caméra branchée sur un bras robotisé à laquelle on peut faire plusieurs fois le même mouvement identique, ce qui va lui permettre de créer cet effet. Il faut savoir que Fincher, il aime bien maîtriser ses jouets. Ça va donner évidemment quelques années plus tard cette scène iconique de Fight Club où il va utiliser le même procédé pour créer ce moment de l'insomnie où le personnage meuble complètement son appartement avec un catalogue Ikea. On va retrouver en fait des éléments de sa grand-mère, même dans des tout petits plans, comme par exemple l'ouverture de Freedom, où on retrouve cette grand-mère, on passe à travers la chaise, etc. On va le retrouver quasiment à l'identique dans l'introduction de Panic Room. Où la caméra, aujourd'hui ça a l'air de rien, parce que la caméra passe en travers de ça. Mais comment est-ce qu'on fait passer une caméra avec un machiniste et un cadreur et un chef opérateur à travers une armoire ou à travers l'anse d'une théière? On réfléchit plus à ces sujets-là parce que tout est intégré. Mais à l'époque, ça a évidemment été révolutionnaire. Donc c'est des effets visuels qui ont enrichi la grammaire ensuite du cinéma. Après, on avait envie de parler de Jean-Pierre Jeunet, parce que Jean-Pierre Jeunet, il a eu un rôle aussi important. Il a démarré par le clip, il en a fait. Il en a fait, il a rencontré Marc Caro, avec lequel il a fait des clips, et puis de Marc Caro, ils ont un style photographique très fort. Quand ils sortent Délicatessen, ça a été quand même un moment important, à la fois dans le marketing du film, mais aussi dans la photographie. Le style du film, pour un film français, c'était très particulier. Et cette photographie-là, on la doit à Darius Khondji. Darius Khondji, c'est un chef opérateur extraordinaire qui a fait ses armes dans la publicité, dans le clip, et puis qui ensuite a explosé dans le cinéma, puisque de Délicatessen, il a continué avec Jean-Pierre Jeunet, avec Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro quand ils font La Cité des Enfants Perdus. Et à ce moment-là, David Fincher le récupère et fait Seven. Seven bouscule complètement le genre du cinéma par son aspect photographique aussi. On se souvient de ce film, de ce climat très angoissant qui était vraiment lié à la photo en plus de son histoire. Et voilà, donc Fincher, l'impact de Fincher sur le passage du clip de Fincher par le clip pour arriver à son cinéma a été voilà, fondateur pour lui. À toi, non, c'est à toi. Donc on est sur une articulation où effectivement on voit bien que c'est des réalisateurs qui s'inspirent évidemment du cinéma, mais qui s'inspirent aussi beaucoup de la photographie, de la mode, du cinéma expérimental. Et aussi à cette époque-là, en 85, 90, un nouveau cinéma s'impose en France, c'est le cinéma du look, où en fait dans le cinéma du look, il y a Benex qui arrive, Léos Carax évidemment, Luc Besson qui arrive, et qui tout d'un coup créent une image qu'on n'avait pas vue avant forcément dans le cinéma français, avec ces grands dégradés bleus. Ils donnent une importance à la musique qui est majeure. On va le retrouver aussi même dans cette scène de Nikita où on a des couleurs très franches, des points de vue de caméra qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est pas forcément une influence directe, mais effectivement on a tout d'un coup une dimension esthétique beaucoup plus forte en fait. On va le retrouver aussi même dans cette scène sublime des Amants du Pont-Neuf, où on retrouve aussi cette dynamique de montage qu'on peut retrouver dans les clips, avec des explosions, des gros plans, des scènes qui vont être complètement drivées par la musique d'abord. Ça nous amène au début des années 90. Où au début des années 90, alors que du coup, là, dans les années 80, c'était une recherche très esthétique, on a tout d'un coup une nouvelle génération d'auteurs qui sont des touche-à-tout, qui vont fabriquer des choses avec des maquettes, avec des bouts de ficelle, avec des trucs enregistrés en DV. Ils vont tout d'un coup expérimenter les choses d'une manière différente, et beaucoup de ces talents vont passer derrière au long métrage et développer en fait leur grammaire cinématographique dans le clip. C'est le cas par exemple de Michel Gondry évidemment. Alors Michel, c'est probablement le clipper iconique
Il y en a eu d'autres, hein, évidemment, mais lui, il a eu une écriture vraiment très particulière. Alors déjà, je parlais des chemins de traverse quand on est réalisateur, quand on veut être réalisateur. Il était d'abord batteur. Il était batteur dans un groupe qui s'appelait Oui Oui. Et avec ses copains, il a commencé à faire ses clips comme ça. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, à force de faire ses petits clips, au tout début, il rencontre une fille dans un dîner qui s'appelle Björk. Et ils se connectent l'un à l'autre. Ils vont faire des clips fantastiques. On va faire une trilogie de clips. Parce qu'en fait, effectivement, Gondry rencontre Björk alors que Björk vient faire la photo de son premier album qui s'appelle Début avec Jean-Baptiste Mondino. Et c'est Jean-Baptiste Mondino qui invite à déjeuner Björk et Gondry. Et c'est pendant ce déjeuner qu'ils écrivent le scénario de Human Behavior, qui est le premier single en fait du premier album de Björk, qui raconte l'histoire de cette gamine perdue dans la forêt qui va vers la ville. Ce personnage s'appelle Isobel. On voit que Gondry il utilise toute une technique, il utilise de l'animation, de l'incruste, des effets tournés évidemment de manière en direct à la caméra. Il va faire ça pour la suite, pour le clip de Isobel en 95, qui est le même personnage mais qui évolue un peu différemment et qu'on va retrouver en fait dans un des plus beaux clips de Michel Gondry qui s'appelle Bachelorette, où on retrouve énormément d'éléments graphiques qu'on retrouvera plus tard dans La Science des rêves. Si vous avez vu La Science des rêves, les arbres sont faits exactement de la même manière. On retrouve évidemment l'obsession toujours pour Gondry du train, du passage d'un axe à l'autre grâce à des décors qui bougent. Et Gondry, grâce à ces clips-là, déjà va développer une narration sur 3 clips différents, ce qui est quelque chose d'assez rare en fait, avec cette petite série, même si les gens ne sont pas forcément conscients, mais va aussi passer à la publicité. Et c'est une époque où tu le représentes en publicité. Absolument. Je travaille avec lui, j'essaie de lui faire des films en France avec tous les clips qu'il a, c'est-à-dire pour les clips de Björk, les clips de Lenny Kravitz. Il est déjà très très installé, mais le marché français est très frileux. C'est l'époque de la création de Big, de ma société de production, et le producteur qui faisait les clips de Michel, qui s'appelle Georges Berman, m'appelle et me dit écoute, j'aimerais bien lui faire de la pub. Ce serait sympa que tu représentes son travail, que tu essaies de lui trouver du travail. Impossible de lui trouver un seul script en France, c'est absolument impossible. Et puis finalement, un jour, c'est lui directement par Björk qui rencontre le patron de BBH, qui est une énorme agence de publicité anglaise, et il fait ce film qui va gagner le Grand Prix du Festival de Cannes, qui est un film majeur. C'est un film Levi's. Pour moi, il y a eu 2 films Levi's iconiques qui ont marqué la culture. Il y a le premier que vous connaissez qui est celui où la première fois où l'homme est sexualisé dans un lavomatique avec un garçon qui vient et qui se déshabille devant des filles et puis qui met son jean dans le lavomatique. Et puis il y a ce film qui raconte, qui est une contraction en fait déjà dans la narration. Il y a déjà beaucoup de choses très très novatrices. Il va révolutionner l'écriture du film publicitaire, mais de beaucoup de choses, et il va apporter aussi la musique. Mettre un peu de son peut-être. C'est un sacré film. La musique du film, la musique, le fait d'appartenir à l'industrie du musical aussi, fait qu'il apporte ce truc-là. C'est un film de cinéma avec une musique folle. À l'époque, c'est une claque énorme, quoi. Donc, je crois que c'est... je n'ai plus le nom en tête.
Effectivement, après ce film, je crois que toi, du coup, ton fax explose quand même. Ah oui, alors, une petite anecdote rigolote, c'est que ce film qui sort marque l'arrêt de ma collaboration avec Michel Gondry, puisque le producteur historique de Michel m'appelle et me dit « Je vais plus avoir besoin que tu le représentes en publicité, le monde entier veut Michel Gondry ». Donc, ce que je comprends très bien, puisque j'ai 26 ans à l'époque et que Michel étant plus âgé que moi, il n'y avait pas de souci. Mais toujours est-il que j'arrive au bureau le matin. Le prix avait été donné à Michel le samedi soir et j'arrive le lundi matin au bureau. Évidemment, à l'époque, on n'avait pas de mail, on avait des fax. Et là, dans mon bureau, le fax avait dégueulé tout le papier. C'est-à-dire que j'avais à peu près, je sais pas, une tonne de papier qui avait dégueulé du fax, qui venait du monde entier, avec des gens qui voulaient travailler avec Michel, qui a eu la carrière extraordinaire qu'il a eu derrière. Voilà. Évidemment, Michel Gondry, il se revendique aussi d'un cinéma peut-être plus expérimental, de l'ordre de Méliès, mais un gars qu'il a vraiment beaucoup utilisé en référence, c'est Busby Berkeley. Donc je vous propose cette petite... c'est très fort, je suis désolée. Hop. Ce petit montage parallèle que vous allez pouvoir voir entre le premier clip qu'il fait pour les Chemical Brothers, qui s'appelle Let Forever Be, que vous voyez en bas à gauche, et un des courts-métrages de Busby Berkeley qui s'appelle Le Soir des Dames, je crois. Et on peut voir en fait que c'est une époque en fait où ils font en noir et blanc tous les effets en direct, avec évidemment que des effets de décor en fait construits. Et Gondry se sert de ça et le réplique dans ce clip que lui va tourner pas en pellicule mais avec une caméra DV. En fait, Gondry, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est peut-être qu'on a fait beaucoup le reproche au clip dans les années 80 d'être style over substance, de mettre en avant plus l'esthétique par rapport à la substance. Mais Gondry, c'est l'inverse. C'est l'idée qui prime en fait sur l'exécution. Et s'il y a une bonne idée, même si elle est tournée en DV, on s'en fout en fait. On la construit, on y va. Et ça donne ce clip des Chemical Brothers qui est une révolution à l'époque d'inventivité qui est étonnant à tous les niveaux, quoi. Et Gondry va construire vraiment en faisant ça la grammaire cinématographique qu'il va utiliser plus tard dans ses films. Donc là on peut voir... Le casse d'abord, je pense. Bah oui, je suis désolée. Il est intéressant ce clip, vous allez voir, parce que on se déplace d'un endroit à l'autre par magie en fait. Et quand on finira par Everything Everywhere All at Once, on comprend que c'est ce type de film-là, ce type de travail-là qui a marqué en fait et qui a changé la grammaire. Donc il arrive à faire cette espèce de retournée de caméra où en fait en changeant d'axe même dans la construction du décor, on va passer d'un décor à un autre. Il se trouve que dans la scène bien connue de Be Kind Rewind, il va appliquer quasiment exactement les mêmes effets, c'est-à-dire réussir avec un tambour de machine à laver, un bout de parpaing, 3 maquettes d'avion et du coton, à nous faire voyager de 2001 Odyssée de l'espace à King Kong, tout ça en changeant, tout ça en plan séquence évidemment, sans même couper. Et c'est toujours assez jouissif. Et Gondry, là, on reconnaît Carrie, évidemment. C'est génial. Et c'est des idées visuelles qui sont évidemment très très fortes. C'est une inventivité totalement débridée, quoi. C'est un type, en plus, Gondry, qui fait confiance à ses rêves, qui rêve qu'il a des mains géantes depuis qu'il est tout petit. C'est quelque chose qu'on voit dans le clip, évidemment, de Everlong des Foo Fighters, qui emprunte à Evil Dead, mais aussi aux rêves de Gondry. Et c'est des motifs qu'on va retrouver aussi dans La Science des rêves, en 2006, dans cette scène avec Gaël Garcia Bernal, avec ses grosses mains. Et Gondry, il a comme ça plein de petits devices. Un moment très important de sa carrière, c'est évidemment ce clip pour Kylie Minogue, où là, pour le coup, on est dans une esthétique beaucoup plus léchée. On travaille aussi au motion control. Et on a cette idée de boucle permanente et de répétition. Donc le clip, on vous a montré un petit extrait parce qu'on ne peut pas voir tous les clips en entier, on est vraiment désolé, mais sinon c'est trop long. C'est qu'effectivement elle se duplique et qu'à chaque passage de caméra, il y a un personnage de plus dans l'image. C'est évidemment un procédé que Gondry va utiliser plus tard dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, où en fait, même si on a l'impression qu'on est en caméra épaule, on suit Jim Carrey dans cette rue, en même temps qu'on le suit,
sa mémoire se détériore, tout se transforme, et en fait on perd des détails, et on retrouve cette idée de boucle et cette idée de transformation conceptuelle en fait du décor et des personnages. T'es hyper forte, hein, franchement, c'est incroyable ce que tu fais. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, j'ai une faute d'orthographe, je suis désolée. Be Kind Rewind, La science des rêves, effectivement c'est des expérimentations de Michel Gondry. Il y a peut-être un milieu, un début, une fin, mais si vous essayez de raconter Eternal Sunshine avec quelqu'un, je vous souhaite bonne chance pour vous dire « Ah, cette scène, elle est au milieu, elle est à la fin. » En fait, on est perdu dans un trip, dans une boucle temporelle, et il y a cette idée, tout d'un coup, qu'on peut être à plusieurs endroits en même temps, finalement un peu comme dans un clip où on a un playback, peut-être une trame narrative, peut-être une autre histoire ou des plans de coupe, et en fait ça, les spectateurs, ils se sont habitués en fait à cette flexibilité finalement qui permet d'inventer des choses en termes de narration. D'ailleurs, c'est ce qui se passe un peu sur un film majeur de l'histoire du cinéma de Quentin Tarantino. Ouais, Pulp Fiction qui va sortir avec, bon, c'est Weinstein qui produisent, mais Tarantino est dans la salle de montage et il ne sait pas quoi faire de son film parce que le film n'est pas terrible en fait. Et c'est sa monteuse qui va déstructurer entièrement le récit du film et qui va démarrer le film par milieu. En fait, ça a été la réussite extraordinaire de Pulp Fiction parce que le film est constitué de scènes mythiques, mais la narration du film de manière linéaire rendait le film un peu flat. Donc ils ont complètement changé la narration, ils démarrent par le milieu, ils remontent, ils vont vers la fin, ça repart au début, ils peuvent refinir au milieu, dans la séquence du bar. Et à la fin, ils gagnent la Palme d'Or. Voilà, Palme d'Or. Spike Jonze. Spike Jonze, c'est aussi un auteur très conceptuel. Lui, c'est quelqu'un qui vient des vidéos de skate, qui a filmé ses potes faire du skate à la base, du court-métrage. Et lui aussi, un peu comme Gondry, il fait passer l'idée avant le style. C'est-à-dire que Jonze, il peut faire à la fois des films vraiment dans une esthétique de comédie musicale hyper chiadée, et en même temps faire un autre clip pour Fatboy Slim, qui va filmer à la DV, où il va danser lui-même, comme si c'était un prof de danse amateur dans le clip de Praise You. Je vous mets là un de mes clips préférés, qui est le clip des Beastie Boys de Sabotage, où il réussit à mélanger une espèce de Starsky et Hutch des années 70 avec finalement l'esthétique des vidéos de skate en fait des années 90, et où évidemment les Beastie Boys s'en donnent à cœur joie parce que c'est extrêmement rigolo. Mais il va aussi avoir des clips avec des approches plus conceptuelles, comme par exemple ce clip de Pharcyde en 1995, où il réussit à forcer Pharcyde à prendre tous leurs morceaux entièrement à l'envers pour qu'ils puissent tourner le clip à l'inverse. Laisse-le. On voit, non, fais-le. Ah, c'est la fin ? Ouais. Ah, pardon. Ah, vas-y, excuse-moi, vas-y, continue. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que même sur ce clip-là de Weapon of Choice, il va utiliser évidemment les codes de la comédie musicale, il va utiliser un monument du cinéma qui est Christopher Walken, et il va le faire danser seul dans un hôtel. Mais ce qui est génial avec Spike Jonze, c'est qu'il va prendre ce concept, bam, il va le laisser s'envoler pour en faire un objet filmique extrêmement étonnant. Et il va renouveler le genre, en fait. Un genre cinématographique, mais par le clip. Et là encore, on travaille avec des nouvelles techniques qui déboulent dans le cinéma, qui enrichissent le langage du cinéma, parce qu'on travaille avec des câbles, c'est des premiers câbles qui arrivent, avec lesquels on travaille, avec lesquels on a fait plein de films de combat derrière, et c'est rigolo. Il va évidemment... Toujours motion control. Toujours motion control qui revient, mais dans un pur but de comédie. Je vous laisse apprécier cet extrait de Inside John Malkovich, qui est le premier film de Spike Jonze, Malkovich. Dans lequel le personnage se retrouve dans sa propre tête. Malkovich.
Heureusement, il est sorti de sa tête. Évidemment, on ne peut pas parler de tous les auteurs de clips qui sont passés au long métrage dernier, mais il y en a quand même un qui vient de gagner un Oscar, qui s'appelle Jonathan Glazer. Qui commence par le clip, avec ce magnifique clip de Jamiroquai pour Virtual Insanity, où tous les effets sont faits en direct, alors qu'on dirait que c'est post-produit. Oui, mais c'est aussi la surenchère, c'est-à-dire que les clips sortent et chaque clip doit trouver son identité, doit trouver son spectacle, et donc les techniques utilisées par l'un sur un film de Glazer ou sur un film de Gondry va donner l'envie à un autre metteur en scène de trouver un autre traitement graphique ou une autre manière d'approcher, de se distinguer du copain ou de l'autre artiste. Et donc là, l'idée c'était de fabriquer le décor sur vérin et de faire danser Jamiroquai dans ce décor et de le faire mécaniquement parce que justement il prenait le contre-pied des effets spéciaux avec lesquels avec les autres metteurs en scène utilisaient à l'époque. Jonathan Glazer, contrairement à Spike Jonze et Gondry qui ont des univers assez joyeux, c'est quelqu'un d'un peu plus profond, enfin pas profond mais un peu plus sérieux. Et le clip ça a été une vraie zone d'expérimentation pour lui. Il dit lui-même qu'en fait il a trouvé son style en faisant ce clip de Radiohead qui s'appelle Street Spirit, où on retrouve son exigence visuelle, des inspirations et des cadres extrêmement photographiques, mais aussi ce jeu permanent sur le temps en fait. Est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il tombe. Il faut savoir que Jonathan Glazer, c'est un des réalisateurs aussi très prolifiques en publicité, et comme Gondry, il a réalisé ce film de pub qui est un des plus beaux films de pub, je pense, de l'histoire. Ahab says, I don't care who you are, here's to your dream. The old sailors return to the bar. Here's to you, Ahab! The fat drummer hit the beat with all his heart. Alors évidemment c'est un film publicitaire qui, vu de 2024, je dirais, bon, il y a des effets spéciaux peut-être à retravailler, mais à l'époque, c'est un choc visuel dingue. Ça nous ouvre la tête de voir ça pour la première fois, quoi. Évidemment, Jonathan Glazer, derrière, il a fait, après 4 longs métrages, il a fait un premier long métrage qui s'appelle Sexy Beast, après Under the Skin, et son dernier, Zone of Interest, vient de gagner l'Oscar du meilleur film étranger. On y retrouve évidemment son exigence visuelle incroyable, et surtout de savoir dans quel but on utilise cette exigence visuelle. Et je pense que c'est quelque chose que Pierre et moi on travaille évidemment toute l'année en fait, quand on produit des clips, des publicités ou même des films, c'est de savoir en fait cette grammaire cinématographique, ces effets qu'on va avoir, dans quel but on va les utiliser, comment est-ce qu'on va rendre en fait efficaces tous les outils visuels qu'on a à notre disposition, bien sûr. À cette époque, donc, on est dans les années 90, hein, je trouve que c'est important de parler évidemment d'un réalisateur comme Danny Boyle, qui dans les années 96, avec Trainspotting, introduit vraiment des tripes visuelles qu'on peut retrouver en fait dans des clips au cœur même de ses films, par exemple avec cet extrait de Trainspotting. Et même celui-là, et on peut remarquer que dans Trainspotting, évidemment, on est à une époque dans les années 90 où la bande-son des films prend une importance majeure. Le monteur de Trainspotting commence à monter avec une tracklist qui lui a été préparée par Danny Boyle, où il a obtenu des morceaux de manière exclusive. And then later, perhaps Sarah would like me to go over
the taxi. La suite? Je sais pas qui est arrivé. Ah ben. Donc évidemment, on retrouve cette logique Fincher qui vient du clip, on vous l'a dit, qui termine en fait même son Fight Club. J'espère que tout le monde a vu Fight Club, c'est la fin du film. Voilà. On peut pas vous spoiler, mais. Voilà. Mais voilà, c'est Fight Club. Là, pareil, on retrouve. C'est un clip. C'est un clip. You met me at a very strange time in my life. Très bon clip des Pixies. Magnolia. Magnolia, évidemment, qui est un film de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson qui a fait du clip après avoir fait du long métrage, mais qui vient pas basiquement du clip. Mais dans cette scène-là, ce qu'on remarque en fait de plus en plus dans la grammaire cinématographique, c'est des moments en fait où il y a une sorte d'effet clip, parce que la musique passe au premier plan. Il correspond aussi à un climax narratif dans le film, et c'est le cas dans Magnolia, où c'est un film choral et toutes les trajectoires des personnages se croisent en fait à ce moment-là. You can hardly stand it though, but now you know it's not going to stop. It's not going to stop. It's not going to stop till you wise up. Ce moment, c'est une pause dans la narration complète, il se passe plus rien. C'est pas une comédie musicale, même si les personnages chantent, c'est juste un moment à part. Et ouais, juste, on finit peut-être cette époque là-dessus, c'est qu'en 2003, il y a cette série de DVD qui sort, parce que c'est la première fois qu'on reconnaît que les clippers sont des auteurs en eux-mêmes. Et du coup, cette série des Directors Label, ils font des anthologies de clips par réalisateur, et ça, il faut savoir que cette anthologie de clips, on l'a eu chez Big, je pense toutes les boîtes de prod. Toutes les boîtes de prod du monde l'ont eu chez elle à un moment. C'est une référence. Dans les années 2000, évidemment, on va terminer sur ces 2 dernières décennies le plus vite possible. C'est la fin de l'âge d'or du clip parce que MTV, c'est la crise de l'industrie musicale. On vend moins de disques. On dématérialise beaucoup la musique puisqu'on a des iPods, donc les maisons de disques rentrent moins d'argent, et comme elles rentrent moins d'argent, elles décident de ne plus faire de clips. Donc en tout cas, elles mettent beaucoup moins d'argent dans les clips. Et puis MTV s'arrête, et puis en France, M6 s'arrête de diffuser des clips. Donc on pense que le clip s'arrête, mais le clip s'arrête pas parce qu'arrive Internet, et avec l'arrivée de YouTube, c'est de nouveaux metteurs en scène qui déboulent. Avec la révolution technologique qui permet quand même à des gens dans des cités de faire des films avec des DV avec des moyens finalement techniques assez limités, mais s'ils avaient des copains, ça donne naissance à des artistes musicaux, mais aussi à des réalisateurs qui vont travailler avec eux et qui vont prendre la place pour dans le cadre de leur communauté, s'exprimer. C'est exactement ce qui se passe avec ce clip de la Mafia Quinfri qui est réalisé par le collectif Courtrajmé. Courtrajmé, c'est Romain Gavras et Kim Chakiron qui passeront tous les deux évidemment le long métrage derrière. Romain Gavras, en fait, ce clip-là, il va être remarqué derrière par Jay-Z aux États-Unis qui va faire des clips aussi à Romain Gavras. Gavras, il va s'imposer évidemment, c'est un des plus gros clippers français avec ce clip de Justice pour Stress, ou même ce clip incroyable de M.A.A. pour Bad Girls. Gavras, c'est un type qui crée des images et il dit de sa pratique qu'en fait, son but c'est de créer une image et que cette image-là, elle reste dans la pop culture. Et peut-être que cette image-là, qui arrive dans la pop culture, revient derrière dans le cinéma en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il s'en occupe lui-même, vu qu'il s'occupe de ça dans ses propres films, où il reprend en fait aussi sa propre grammaire, sa direction artistique distinctive. Il le fait dans Le Monde des Étoiles, il le fait aussi dans Athéna. Chemin de traverse. Voilà. Il se trouve que
Le rap, en fait, a commencé vraiment par des films en DV, faits dans la rue, avec très peu de budget parce que personne ne voulait le montrer, et quand même fini en 2019 sur le toit de la Tour Eiffel. Alors ça c'est important, pourquoi? Parce que ce que je vous disais, c'est que l'industrie musicale ayant arrêté de mettre de l'argent dans les films, les artistes ont leur propre communauté aujourd'hui, et la force de YouTube fait que si un artiste a sa chaîne YouTube et qu'il a beaucoup de vues, bah, il récolte de l'argent. Donc par exemple ce clip que nous avons produit, qui est un clip d'un groupe de rappeurs qui s'appelle PNL, on a été les premiers à tourner sur la Tour Eiffel, et a coûté une fortune, j'ai pas le droit de le dire, mais ça a coûté une fortune parce que ces deux garçons sont richissime. Ce clip a eu à peu près 250 millions de vues sur YouTube et donc génère une économie parallèle à celle des maisons de disques et qui permettent à des rappeurs comme Damso, Nekfeu, Orelsan ou PNL de s'exprimer et d'essayer justement d'être le plus spectaculaire possible, de retrouver en fait la force des clips qu'on avait dans les années 80 et 90. En fait, du coup maintenant les artistes ont leur propre label, financent leurs propres clips, et donc on est sur une évolution où ils ont leurs propres artistes avec lesquels ils vont créer des studios de création. Évidemment ça infuse, et on remarque qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui modernise en fait certains styles visuels juste en utilisant en fait l'effet du clip. On peut voir dans cet extrait de Marie-Antoinette en fait que Sofia Coppola elle met une musique qui n'a rien à voir, qui est complètement hors époque. Elle se permet de faire des jump cuts, elle crée une direction artistique complètement nouvelle. Elle prend un film historique, un sujet historique, pour le remettre dans l'air du temps. Et c'est l'impact des clips en fait sur le cinéma, c'est que le cinéma a eu aussi besoin à un moment donné de trouver sa modernité dans son récit et dans son look et dans la pop culture pour parler aux générations avec des metteurs en scène qui s'exprimaient à l'époque. On retrouve ça évidemment chez Harmony Korine dans cette magnifique scène de Spring Breakers où James Franco reprend Britney Spears. Ça vaut toujours le coup de reprendre Britney Spears. On retrouve vraiment la grammaire du clip. Une image hyper léchée, trois nanas habillées pareil. Un coucher de soleil rose. Un coucher de soleil rose. C'est un grand mash-up de références. On va accélérer un petit peu. C'est aussi une grammaire qu'on retrouve évidemment chez Xavier Dolan, qui est un des grands utilisateurs de cette dynamique intense, de relations d'images intenses entre le clip et la... Et qui revient au format du 4/3, qui était le format avant le 16/9, et qui s'en sert aussi comme un outil graphique et narratif pour justement, il le fait à Cannes, dans Mommy, je crois, c'est dans Mommy. Et il s'en sert avec intelligence. Voilà. Avec la volonté d'avoir une approche aussi photographique dans ce cadre. On peut dire que vraiment Nolan, il a des moments complètement clippés en fait, où c'est la musique qui prend le dessus en fait sur la narration, comme on a pu le voir dans Marie-Antoinette, comme on a pu le voir chez Harmony Korine. C'est aussi quelque chose qui dégouline même dans les séries, parce que on peut le voir aussi dans Euphoria. Il y a des moments où en fait la narration s'emballe, et finalement pour montrer un sentiment, pour montrer la relapse d'un personnage, c'est aussi la fin de la série, je suis désolée pour ceux qui l'ont pas vu, on se permet en fait une inventivité folle en termes de fil narratif et de création visuelle. Donc ces artistes-là, maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que l'inventivité, elle passe du clip, elle passe sur la série, elle passe sur le long métrage, et ça, les artistes, même musicaux, l'ont compris. Un artiste comme Hiro Murai, c'est le directeur de la création de Donald Glover. C'est un type qui a commencé dans le clip, et qui fait ce clip, qui est un moment hyper important même de l'histoire du clip et même de l'histoire américaine, puisqu'il se place dans une discussion sur la race, sur un plan politique.
Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font ce clip avec Childish Gambino, qui est le nom d'artiste de Donald Glover. Et derrière cette thématique-là, ils vont la développer dans une série qu'ils vont développer sur 4 saisons qui s'appelle Atlanta. Et qui raconte en fait l'envers de l'industrie musicale et la galère d'un artiste de rap qui fait un tube et au début ça marche pas très fort pour lui. Voilà. Ce pouvoir en fait des artistes sur le développement des réalisateurs, c'est quelque chose que Beyoncé va utiliser aussi hein, sur son album Lemonade, et sur le clip de Formation, elle va permettre à une nana qui s'appelle une réalisatrice exceptionnelle qui s'appelle Melina Matsoukas de réaliser le clip de Formation. Melina Matsoukas, derrière, elle va passer au long métrage, elle va développer son esthétique dans un long métrage qui s'appelle Queen and Slim, dans une série qui s'appelle Insecure, et on voit que c'est des réalisateurs qui n'ont plus de barrières. C'est plus... Les barrières sont tombées, mais d'ailleurs même les barrières sont tombées en termes de diversité, c'est-à-dire qu'on peut constater que dans notre keynote, sur les 80 premiers pourcents, on n'a quand même que des hommes. Que des hommes. Voilà. Et que tout d'un coup, on a que des hommes blancs même, et que tout d'un coup, il y a une grande diversité qui s'opère. C'est la même chose avec Kendrick Lamar et Dave Free, qui développe... Dave Free, c'est le directeur artistique de Kendrick Lamar, il co-réalise tous les clips de Kendrick Lamar. I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant lips, in fact I'm down at this. I'm say with my food may taste like. Donc évidemment l'impact de Kendrick Lamar sur la pop culture, elle est colossale aujourd'hui, on sait, et elle influence tous les metteurs en scène du monde. C'est compliqué aujourd'hui de ne pas penser qu'il y a un rapport comme ça buvard d'un univers à l'autre quand il s'agit de traiter d'une image en fait. Évidemment, maintenant, c'est Dame Free qui réalise quasiment tout seul les clips. Et tout ça pour dire que ça, c'est... Des artistes, maintenant, sont en direct avec leur communauté. Ils ont leur propre studio de création. Ils sont face à une diffusion, en fait, qui passe maintenant principalement par YouTube, par TikTok. C'est des bouts de 15 secondes. Et ça, du coup, c'est quelque chose que les Daniels... c'est que cette inventivité-là des Daniels, ils sont graphistes, ils peuvent travailler sur After Effects chez eux, etc. Et ils sont créatifs, ils ont des solutions, quoi. Pour cette séquence d'Everything Everywhere All at Once, adopter une stratégie très particulière. Par exemple, pour faire cette séquence-là qui coûterait des millions, ils ont fait des photos de Michelle Yeoh pendant tout le processus de préparation du film. Repérage, essayage costume, maquillage. Dès qu'ils pouvaient prendre une photo d'elle, ils la prenaient. Et puis après, ils ont travaillé sur After pour pouvoir recréer l'image et leur rajouter des éléments qu'ils avaient en graphique, qu'ils avaient besoin de rajouter, ce genre de choses. Et pareil, cette séquence, c'est un élément, c'est toujours un climax narratif du film. Pour notre personnage principal qui aimerait faire des taxes avec son amoureux au final. Voilà. Toute cette débauche visuelle pour faire des impôts avec son amoureux. Voilà. Donc voilà, on a voyagé dans le temps pendant 40 ans pour arriver justement à cette maturité du langage, en fait, cet enrichissement de la narration qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, on a une écriture qui est très différente, qui est plus riche, qui est plus moderne, et voilà, qui progresse avec les générations qui se succèdent les unes derrière les autres. Donc voilà de l'impact du clip sur l'image du cinéma mondial. Bravo.